Peut-on tout accepter? D'accord pour s'accepter, soi et ses défauts. D'accord pour accepter les défauts des autres, les gros et petits tracas de la vie dans ses aspects quotidiens. Mais le racisme, l'injustice, la misère, il faudrait accepter cela? L'acceptation ne consiste pas forcément à tolérer ou à approuver. Le mal, par exemple, il est hors de question de le cautionner. Mais la question est aussi dans quel état d'esprit le combattre. Quelle attitude sera la plus efficace? Le Dalai Lama rappelle à ce propos: si on te frappe avec un bâton, tu en veux à celui qui tient le bâton, pas au bâton lui-même. Mais celui qui te frappe est tenu par la haine. On changera mieux le monde en acceptant auparavant qu'il soit ce qu'il est. On s'évitera ainsi les réflexes animaux de vengeance. Accepter qu'il existe des assassins et des voleurs permet de rendre la justice et non d'appliquer la loi du talion. Ou de réaction brutale, accepter par exemple que les enfants soient des enfants, évite la tentation de la colère et de la violence à leur égard, mais ne fait pas renoncer à les éduquer et parfois les punir. Quoi que nous pensions de la violence ou de l'injustice, elles existent. Que nous nous énervions ou que nous soyons résignés, elles existent. Cela, nous ne pouvons que l'accepter. Ce n'est en rien un prétexte pour ne pas agir, mais c'est une invitation, une préparation à le faire plus lucidement. En évitant par exemple d'en vouloir aux personnes violentes, alors que ce sont les comportements violents le problème. Accepter, ce n'est pas se résigner. Accepter ce qui est n'est qu'une étape préalable avant de le changer. Le but de l'acceptation n'est pas de se substituer à l'action, mais d'éviter la gesticulation. C'est scandaleux, c'est inacceptable, et puis on rentre tranquillement chez soi. Accepter, c'est choisir de se donner plus de force et de lucidité pour changer. C'est l'antichambre de l'action efficace, bien plus que la simple indignation émotionnelle. Lorsque j'explique les principes d'acceptation de soi à mes patients, ils sont d'abord un peu inquiets. Ils pensaient être venus voir un psychiatre, et voilà que ce dernier leur parle de choses qui ressemblent à de la philosophie ou à de la religion. Puis ils sont perplexes. M'accepter? Mais je ne fais que ça depuis mon enfance. Accepter, ne rien dire, me soumettre, la fermer, la boucler, avaler des couleuvres, des boas. Accepter, justement, j'étais venu ici pour ne plus accepter ce destin, et voilà que vous me demandez d'accepter. C'est très difficile la notion d'acceptation en matière d'estime de soi, parce qu'on aborde des phénomènes très intimes et douloureux liés à l'image de soi. Qui a envie de s'accepter inférieur? On a beau se sentir souvent inférieur, en réalité on n'a pas envie de l'accepter. Et c'est tant mieux d'une certaine façon, puisqu'on n'est pas inférieur. Enfin, pas autant qu'on le craint, ou dans autant de domaines qu'on le redoute. Car on est toujours inférieur, imparfait en quelque chose. Et alors? Prenons un exemple. Dans une soirée, la plupart des convives connaissent très bien un sujet et en parlent avec animation. Vous n'y connaissez rien. Si vous l'acceptez, vous allez passer un moment intéressant, apprendre des choses, oser poser des questions. Ce sera facile si vous acceptez de ne pas savoir et si vous admettez que cela puisse se voir. C'est exactement ce que permet une bonne estime de soi, s'accepter limité à certains moments et dans certains domaines. Acceptation flexible. Vous pourrez même en jouer un peu parfois, c'est assez amusant, vous verrez, et toujours confortable finalement. Si vous n'acceptez pas votre ignorance, vous allez passer un mauvais moment. Vous allez faire semblant de savoir, en hochant doctement la tête, tremblant à l'idée qu'on vous demande votre avis. Vous serez agacé contre ces convives qui étalent leur savoir, et vous allez rentrer chez vous épuisé ou irrité. C'est le réflexe d'une mauvaise estime de soi, ne pas accepter ses limites et ne pas voir qu'elles ne nous rendent en rien moins estimables aux yeux des autres. Non-acceptation de soi rigide. Moins vous acceptez vos limites, plus vous en êtes prisonnier.
Nous verrons bientôt comment l'acceptation de soi nuancée et flexible est très différente en fait de ce mélange rigide et stéréotypé de résignation et de crispation qui caractérise la non-acceptation des mauvaises estimes de soi. L'attitude d'acceptation repose, d'une part, sur le respect de soi, être convaincu de sa valeur en tant qu'être humain, être convaincu que ses imperfections ne condamnent pas une personne et que sa valeur réside au-delà de l'existence de ses faiblesses. Elle repose, d'autre part, sur le pragmatisme. De toute manière, à quoi servent la colère ou la tristesse envers ce qui ne va pas chez moi? À me faire plus de mal encore? À me figer dans la plainte et la réactivité épidermique? Dans ces vaines révoltes dont parle Marc Aurèle? Ce concombre est amer, jette-le. Il y a des ronces dans le chemin, évite-les. Cela suffit. N'ajoute pas « Pourquoi cela existe-t-il dans le monde ?» Mieux vaut accepter d'abord ce qui cause ma colère ou ma tristesse et garder mon énergie pour des actions plus importantes que la plainte ou l'agacement. Si je regarde la manière dont nos patients changent en psychothérapie, ce changement est plutôt une évolution, comme nous le disions. Ils font en réalité un meilleur usage d'eux-mêmes. Leurs forces et faiblesses fondamentales sont toujours là, mais ils en tirent le meilleur au lieu de patauger dans leurs faiblesses et de gaspiller leurs forces. Les clés de cette évolution sont toujours, pour une bonne partie, dans l'augmentation de leur capacité d'auto-acceptation. Les bénéfices de l'acceptation de soi. Ils sont doubles. Améliorer le bien-être émotionnel et faciliter le changement personnel. Le premier bénéfice de l'acceptation de soi réside dans le mieux-être émotionnel ainsi obtenu. Écoutons par exemple William James, le père du concept d'estime de soi qu'il décrivit dès 1892. Étrangement, on se sent le cœur extrêmement léger une fois qu'on a accepté de bonne foi son incompétence dans un domaine particulier. Ou bien, qu'il est doux le jour où nous renonçons à rester jeunes ou minces. James, qui sait ce qu'est l'estime de soi, a compris les bénéfices du renoncement à toutes ces luttes et à ces spasmes, à cet inutile combat contre soi-même, à la recherche toxique d'une perfection illusoire. Le second aspect est peut-être le plus paradoxal. On change mieux en s'acceptant. Cela ne correspond pas à un dogme souvent répandu. L'insatisfaction serait le grand moteur du changement, voire de toute forme d'action. Il s'agit d'une erreur importante. Si l'on part du principe que le changement psychologique relève davantage des lois de l'apprentissage, s'entraîner à pratiquer de nouveaux styles de comportement et de pensée, que de celle de la découverte cathartique de soi, découvrir enfin la cause de nos souffrances, alors la tension et l'insatisfaction deviennent toxiques et non mobilisatrices, car elles perturbent les apprentissages. On apprend mieux dans une ambiance sereine et bienveillante. Pour faire progresser un élève, les meilleurs maîtres n'ont pas besoin de le stresser ou de l'inférioriser en lui rappelant sans cesse ses défauts et ses insuffisances. S'ils font cela, ils écœureront la majorité de leurs écoliers et disciples. Seuls quelques surdoués robustes survivront à un tel enseignement. Les progrès de la plupart des élèves reposent sur l'acceptation de leurs limites, de la part d'un maître qui maintient une amicale pression sur la nécessité de changement. C'est par exemple ce qui se passe en psychothérapie. Le thérapeute, qui n'a évidemment rien d'un maître, il s'efforce juste d'être un pédagogue, accepte son patient sans renoncer à le pousser doucement vers l'avant. S'il procède ainsi, c'est parce qu'il sait que l'on change plus facilement dans une ambiance de calme émotionnel et de respect de soi. Mais là aussi, cela ne signifie pas qu'on oublie l'objectif, le mieux-être. Les méfaits de la non-acceptation de soi. Une part importante des problèmes d'estime de soi est liée à la non-acceptation de ce que nous sommes.
de nos faiblesses, de nos limites, et aussi non-acceptation de nos difficultés à changer. On s'agace, on se désespère de ne pas progresser, de ne pas faire de sa vie ce que l'on voudrait en faire, de ne pas être qui l'on voudrait être. Ces problèmes de non-acceptation ont été identifiés dans de nombreuses formes de souffrances psychologiques, et notamment dans les 3 familles les plus fréquentes de troubles psychiques, dépression, anxiété et abus d'alcool. Dans les troubles anxieux et phobiques, les difficultés des patients à accepter la peur en eux, à accepter d'affronter leurs pires images de peur, les scénarios catastrophes, sont considérées comme les principales sources de chronicisation de ces peurs. Dans les troubles dépressifs, il en est de même de l'incapacité à accepter de renoncer aux exigences excessives envers soi-même. Dans les problèmes d'alcool également, nombre de symptômes sont sous-tendus par l'incapacité d'accepter des aspects notables de la réalité, et l'on va alors rechercher cette capacité dans l'alcool, cet élixir d'acceptation. De passionnantes recherches en matière de psychothérapie montrent que le travail sur l'acceptation de soi, de ses émotions, de ses pensées, représente une voie capitale et jusqu'ici négligée d'aide, même pour les personnes présentant des troubles sévères. Apprendre à s'accepter. Dans un beau livre consacré à l'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle, le philosophe Pierre Hadot parle à son propos de la discipline de l'assentiment. Marc Aurèle, tout en conduisant les affaires de l'Empire, en se consacrant à repousser les barbares aux frontières du Nord, à déjouer les complots et les luttes de succession, s'astreignait à des exercices quotidiens de méditation et de réflexion selon les principes de ses maîtres stoïciens. Il a laissé de cette quête personnelle un témoignage très émouvant dans ses pensées. Faut-il être sage pour arriver à s'estimer? D'une certaine façon, sans doute, en cultivant par l'acceptation la lucidité et la sérénité dont nos doutes et nos peurs nous privent souvent. Mais plus que sage, il faut être réceptif aux petits mouvements imperceptibles de notre âme. Comme pour tous les apprentissages, celui de l'estime de soi commence par l'attention accordée à de toutes petites choses.